Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur donc de la gestion de patrimoine. Une émission tous les jours à 13 h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements en plaisir, passion ou alternatif donc de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous intéresserons aujourd'hui aux Sofica, ces véhicules d'investissement qui permettent de financer le cinéma ou plus largement l'audiovisuel français. Nous nous demanderons quelles sont les tendances pour la fin d'année avec Yann Lequelec, directeur général de Cinémage. Nous enchaînerons ensuite avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré cette fois-ci à votre assurance vie et plus particulièrement aux fonds euros dans lesquels vous pouvez investir dans votre assurance vie. Nous nous demanderons ensemble si la hausse des taux obligataires est une bonne nouvelle pour les fonds en euros. Pour en parler, nous aurons le plaisir de recevoir dans un instant Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital, mais aussi Corentin Favnec, directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti. Et nous commençons donc, je le disais en introduction, par Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié aux investissements au plaisir, passion ou alternatif de Smart Patrimoine. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'investissement dans les Sofica, ces véhicules d'investissement qui permettent donc d'investir à travers de ce véhicule d'investissement dans le cinéma français ou dans l'audiovisuel français. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Yann Lequelec, directeur général de Cinémage. Bonjour Yann Lequelec. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau donc, de Smart Patrimoine. On va rappeler rapidement comment fonctionnent les Sofica. Pour ceux qui nous écoutent, c'est des fonctionnements un peu particuliers. Une Sofica, généralement, il y a des nouvelles Sofica qui se créent tous les ans pour financer un certain nombre de films ou de séries. D'ailleurs, il y a peut-être des évolutions sur le sujet, on y reviendra. Et quand on y investit en tant que particulier, ça donne droit à des réductions d'impôts. Oui, investir dans une Sofica. Donc Sofica, ce sont des sociétés pour le financement de l'industrie cinématographique et audiovisuelle, comme vous l'avez rappelé. Oui. Ça donne droit à une réduction d'impôt à hauteur de 48%. D'accord. Ce qui est toute niche fiscale ou véhicules fiscaux confondus, la plus importante réduction d'impôt. Et c'est limité à 18 000 € par foyer fiscal par an d'investissement pour conserver ces 48% de réduction d'impôt. Et alors, pour obtenir ces 48% de réduction d'impôt, j'imagine qu'il faut quand même respecter un certain nombre de contraintes. Donc en fait, il faut aller investir dans une Sofica agréée, si je puis dire. D'ailleurs, on ne sait pas encore combien seront agréés pour cette année, puisque tous les ans, on renouvelle les Sofica. Tout le monde ne peut pas investir dans le cinéma. Alors, en effet, c'est un dispositif extrêmement encadré. Donc, le dispositif Sofica a été créé en 1985 pour favoriser l'investissement dans la création audiovisuelle et cinématographique française. Bien sûr. Et en fait, on a donc en autorité de tutelle le CNC qui dépend du ministère de la Culture et également la DGFiP. Et on fait l'objet d'un agrément de l'AMF pour faire appel public à l'épargne. Donc, c'est extrêmement encadré et pour cela, donc, on a besoin d'un agrément AMF. Et il faut pour cela, du coup, que les sociétés de gestion le postulent, l'obtiennent et se voient attribuer un droit à collecte. Et dans notre cas, on devrait avoir le droit à collecte cette année. Pour Cinémage, on a la chance d'être la plus grosse Sofica depuis une douzaine d'années maintenant. Ça fait 18 ans qu'avec mon associé, on a cofondé Cinémage. Et on commencera la collecte courant septembre jusqu'au 31 décembre de cette année. Voilà, parce qu'il y a des périodes effectivement de collecte pour les Sofica. Donc les agréments n'ont pas encore été délivrés à l'heure où on tourne cette émission. Pour autant, on peut quand même expliquer, une fois que l'agrément a été délivré, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a la période de collecte et après il y a la période d'investissement, c'est ça? Est-ce qu'on se fixe des montants à atteindre en matière de collecte pour ensuite aller investir? Est-ce qu'on a déjà en tête les projets audiovisuels dans lesquels on va investir? Comment ça se passe? Alors, donc on a l'agrément nous donne un droit à collecte. Dans notre cas, l'année dernière, par exemple, on avait un droit à collecte de 13 millions d'euros qu'on a collecté. Ensuite, la Sofica est créée théoriquement pour 10 ans, mais peut être liquidé au bout de 5 ans. Et en général, on la liquide entre la 5e et la 6e année. On a 1 an pour investir les fonds, on y reviendra, sur des films ou sur des séries. Et puis ensuite, les films et les séries sont exploités, génèrent des droits à des recettes. Et également, en 5 ou 6e année, on revend ces droits à recettes dont est titulaire la Sofica pour
qu'il n'y ait plus que du cash dans oui. la Sofica que l'on rend à ce moment-là à nos souscripteurs. Donc 1 an pour engager les fonds dans différents projets audiovisuels. Exactement, on a 1 an. Donc pour répondre à votre question, nous on a cette chance chez Cinémage, ayant 18 ans d'ancienneté et d'expérience, d'être en relation avec l'ensemble des producteurs de séries ou de films français. Et donc dès aujourd'hui, on commence à étudier les projets. D'accord, avant même de collecter. Oui, avant même de collecter, même si on ne sait pas exactement sur lesquels on va investir, mais pour que dès qu'on ouvre boutique après la collecte, bien sûr, en janvier 2023, on puisse tout de suite commencer à investir sur les meilleurs projets qui nous sont présentés par les producteurs et les talents avec lesquels on travaille. Alors, avant de parler des tendances d'investissement, notamment en termes de part des séries dans l'investissement dans l'audiovisuel, qu'on imagine de plus en plus conséquent quand on regarde la consommation. Un petit mot peut-être sur la rentabilité d'un film ou d'un projet audiovisuel. Qu'est-ce qui va faire sa rentabilité ? Ça n'est plus seulement, j'imagine, le nombre d'entrées dans un cinéma. Non, vous avez raison. En fait, une des beautés comme investissement au-delà du plaisir et de l'intérêt que représentent les films, on y parlera, parce qu'en effet, tout ça a un sens aussi, et je pense que c'est important. Un moment où les gens ont de plus en plus besoin soit de divertissement, soit de réflexion, et le cinéma prend en charge, bien sûr cela. Oui. Mais pour rester sur l'aspect purement économique, en fait, c'est un produit qui est extrêmement diversifié. Pourquoi ? Parce qu'un film, et je ne connais pas vos pratiques de consommation des images animées, mais vous pouvez le regarder en salle, vous pouvez le regarder de plus en plus, évidemment, alors aller en DVD moins, mais à la télévision payante, télévision gratuite, sur les plateformes. Et puis ce film-là, il va s'exporter, donc il y a également un potentiel international. Et nous, quand on investit sur un film, on négocie un accès prioritaire, ou le plus privilégié possible, à l'ensemble de ses recettes, diversifier les accès. Il arrive qu'il y ait des films, par exemple, qui fonctionnent moyennement en salle, mais qui se vendent très très bien à l'international. Nous, on a cette chance, par exemple, d'avoir eu 22 films à Cannes cette année. L'année précédente, d'être partenaire associé à la production de la Palme d'Or. Bon, évidemment, ce sont des films qui, à ce moment-là, se vendent extrêmement bien. C'était ma question. Quand on a des films à Cannes, globalement, c'est des films rentables. Je parle d'un point de vue investisseur. Alors c'est en tout cas un très bon signe sur la rentabilité et le potentiel de vente internationale. Et c'est vrai que nous, dans notre cas, on a la chance d'être très bien positionnés sur des films, notamment à fort potentiel international, mais également des films plus populaires qui marchent très, très bien en salle. Les deux vont parfois de pair, bien sûr, mais c'est pas tout. Mais parfois, il y a vraiment... Et c'est toute l'expertise avec notre comité d'experts, c'est d'identifier quel est le potentiel d'un scénario, d'un package artistique, un scénario, des acteurs, un producteur, pour savoir si c'est plutôt destiné à un public en salle, plutôt ensuite à une potentiel de revente plateforme ou télévision, ou plutôt international, ou l'ensemble de ces supports, et de calibrer notre investissement en fonction de ce potentiel. Alors justement, c'était la question que j'avais envie de vous poser pour comprendre effectivement quand on investit dans une Sofica, qu'est-ce qui est fait de l'argent investi, quel projet va-t-on choisir ? J'imagine que pour l'investisseur grand public, tout le monde a envie d'investir dans Game of Thrones, dans, je ne sais pas moi, des grands noms, des grandes franchises comme ça. Pourtant, parfois on finance des films, parfois on finance des films plus risqués, j'imagine aussi. Est-ce qu'on réfléchit forcément en termes de franchise ? C'est-à-dire, est-ce que mon film va pouvoir se vendre à l'international, se décliner en série et cocher toutes les cases finalement de la rentabilité, ou on réfléchit différemment ? Alors, on est sur des économies de prototype. Donc, il n'y a pas une mode de réflexion qui va pour l'ensemble des investissements. Mais ce qu'on peut dire, c'est d'abord les Sofica, en contrepartie de l'avantage fiscal de 48%, donc qui est très très important, on investit sur des films français et ou européens. D'accord. Donc Game of Thrones ne rentre pas là-dedans. D'accord. Pour autant, aujourd'hui, on a deux grandes typologies d'investissement, d'une part vers des films de cinéma et d'autre part vers des films et ou séries destinées aux plateformes. D'accord. Ensuite, nos films de cinéma peuvent être achetés par les plateformes, et c'est de plus en plus le cas, heureusement, et on en parlera. Et sur ces types de projets, qui ne sont pas exactement les mêmes, on peut investir soit au stade du développement, c'est-à-dire très tôt dans le processus, et dans ce cas-là, on se rembourse dès que le film rentre en production, ou alors on investit en production, et donc là, nos recettes dépendent des succès en salle, en international, en VAD, dont je parlais tout à l'heure. Parce qu'il y a quoi ? On investit sur la base d'un scénario, et ensuite on se rembourse quand le film commence à se produire, parce qu'il y a d'autres investisseurs qui rentrent, ou d'autres producteurs qui rentrent ? Ça, c'est pour les investissements en développement, mais disons que l'essentiel de nos investissements sont en production, mais néanmoins, effectivement, nous sommes
obligé réglementairement d'investir avant le premier jour de tournage. D'accord. Ouais. D'accord. Donc en général, on investit sur la base évidemment d'un scénario, d'un casting bien sûr, de partenaires et de distributeurs, c'est-à-dire les gens qui commercialisent en place. Et à ce moment-là, en fonction des recettes disponibles, on calibre le montant de l'investissement sur les films qu'on a retenus, sachant qu'on en reçoit beaucoup et qu'évidemment on est très sélectif, quoi. Pour donner un coup de pouce peut-être à ceux pour qui le montage de projet est un peu plus complexe, donc on investit dès le développement, c'est l'idée derrière. Et il y a aussi cette idée d'investir en développement parce que ça nous permet de travailler avec des producteurs. Dans ce cas-là, on est sur l'ensemble de leurs projets et d'avoir un droit de priorité ensuite pour investir en production. Donc il y a aussi une valeur stratégique de savoir très en amont quels sont les projets qui sont en train d'émerger sur le marché pour identifier ceux qui ont beaucoup de potentiel et sur lesquels il faut investir à ce moment-là également en production. Bon alors pour comprendre vraiment les tendances un petit peu en termes d'audiovisuel actuellement, alors on a eu effectivement des économies qui sont restées en France ou en Europe fermées pendant un long moment. Les salles de cinéma ont particulièrement été touchées de plein fouet par le fait que ce soit fermé. Est-ce que en 2022, on investit du coup majoritairement sur des films ou des séries dédiées aux plateformes ou la sortie en salle reste quand même un objectif pour un certain nombre de films? Alors, chez Cinémage, on a vraiment deux lignes d'investissement, sachant qu'on sait qu'il y a des films qui sont prévus pour la salle de cinéma et la bonne nouvelle, c'est que depuis, effectivement, les salles ont été fermées pendant le confinement et puis il y a eu une période post-confinement où les salles étaient ouvertes mais avec beaucoup de contraintes. Faut y aller, bien sûr. Oui. Là, aujourd'hui, ce qui a un peu changé les modes de consommation du coup de l'audiovisuel. Ce qui a fait que les gens allaient moins, enfin n'allaient pas en salle quand c'était fermé et allaient moins quand il y avait des restrictions. Aujourd'hui, on n'est pas revenu au niveau antécédent, mais on s'en rapproche. D'accord. Et il y a beaucoup de signaux très positifs. Là, on avait 12 films au Festival d'Angoulême, toutes les salles étaient pleines. Le fête du cinéma, il y avait plus de fréquentation que dans les années même 2017-2019. Donc c'est en train de revenir. Et au niveau européen, on est revenu à des niveaux très semblables. Donc il y a toujours une valeur pour des films prévus pour la salle. Mais encore une fois, les films en salle, derrière, ont également une exploitation secondaire. Une seconde vie derrière, bien sûr. En télévision, et y compris peuvent être ensuite visionnés sur les plateformes et se vendre à l'international. Donc ça reste un élément très important de nos investissements et sur lesquels, voilà, chez Cinémage, on a une quinzaine d'investissements par an. Et puis, il y a le deuxième axe, c'est que, donc sur le premier, pardon, les films, pour donner des exemples, peut-être avez-vous vu Goliath avec Pierre Ninet, récemment, ou La Nuit du 12, là, qui fonctionne très bien au-delà de nos attentes, parce que aussi, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une économie d'offres. Quand vous avez des bons films, et ben, tout à coup, les gens se déplacent. Bon, voilà. Ensuite, et on a une grande chance, c'est l'explosion, qui est une opportunité de marché très importante, des plateformes, leur multiplication, et qui crée un besoin de contenu, donc de films, et de formats spécifiques, en série ou en unitaire, permanents, et donc qui font qu'on a des opportunités et des acheteurs pour nos films de plus en plus importants. Donc ça, c'est la deuxième partie. Et dans le cas de Cinémage, par exemple, on est partenaire, si vous avez vu le Bureau des légendes. Je pense qu'effectivement, quelques personnes en ont entendu parler, oui, bien sûr. Oui, voilà, ou En thérapie, par exemple, avec lesquels voilà, qu'on a cofinancé également, ou tout un tas de séries, enfin Tropique criminel que vous connaissez aussi. Bien sûr. Voilà, ça c'est des séries Cinémage et il y en a beaucoup dans les tuyaux également. On s'arrêtera là un tout petit mot quand même à partir du moment où on parle d'investissement un peu spécifique comme l'investissement dans le cinéma ou l'audiovisuel. Il y a forcément un risque. Tout investissement comporte un risque. Il y a un gros avantage fiscal effectivement à l'entrée, mais il y a un risque de ne pas récupérer son capital à la sortie. Alors il y a nécessairement un risque qui justifie également l'avantage fiscal. La chance qu'on a après 17 ans d'expérience, c'est que la question, c'est comment on adopte le couple risque-rentabilité et qu'on a la chance souvent d'être plutôt très en amont sur les recettes, ce qui nous permet de générer des recettes au-delà de l'avantage fiscal et ce qui nous permet, nous, d'être rentables en fait, sur toutes les Sofica qu'on a débouclées assez largement maintenant depuis toutes ces années. Merci beaucoup Yann Lequelec, je rappelle que vous êtes directeur général de Cinémage. Merci beaucoup. Merci à vous. Et quant à nous, on se retrouve tout de suite dans Enjeu Patrimoine. Nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos assurances-vie et beaucoup plus spécifiquement aux fonds en euros sur lesquels vous investissez peut-être déjà. Une question centrale avec autour de ces fonds en euros, la hausse des taux obligataires est-elle une bonne nouvelle pour ces fonds en euros? Pour en parler, deux experts du sujet sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons le plaisir de recevoir tout d'abord Johan Derbyshire. Bonjour Johan Derbyshire. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable des investissements chez Cara Capital. Et nous avons le plaisir de recevoir également Corentin Favnec, directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Bonjour Corentin Favnec. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors,
pour donner un petit peu d'historique à ceux qui nous écoutent, on a connu un krach obligataire il y a quelques mois, donc sur les marchés obligataires. On voit maintenant des niveaux de taux obligataires, Corentin Favnec, qu'on n'avait pas vu, ne serait-ce que pour l'OAT à 10 ans en France ou le Bund 10 ans en Allemagne depuis 2014. Aux États-Unis, on arrive sur des niveaux qu'on n'avait pas connus depuis 2018, donc c'est un peu plus récent, mais ça reste quand même un historique assez important. On voit des taux obligataires qui remontent. Mécaniquement, on pourrait se dire, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les fonds en euros, pour ces fonds qui sont investis dans des obligations d'État? Est-ce que ça redonne des couleurs à cet investissement moins risqué, voire peu risqué, voire pas risqué, et qui en même temps avait moins de rendement avant et qui pourrait commencer à en avoir un petit peu plus? Alors en effet, ce qui est important de rappeler, c'est que les fonds en euros, de par les contraintes obligataires, notamment réglementaires de Solvency 2, Solvabilité 2, contraints à des investissements qui sont majoritairement en obligations, bien sûr, en produits de taux. Donc c'est vrai que du coup, ça a un lien très, très fort avec le marché des taux et la remontée des taux. Alors en effet, oui, c'est un phénomène qui est très positif pour les fonds en euros, qui profitent de cette remontée de taux, tant que cette remontée de taux reste comme elle l'est, c'est-à-dire progressive, même s'il y a eu un krach obligataire, ça a augmenté de façon assez importante, tant que ce n'est pas non plus spectaculaire, c'est positif pour les fonds en euros, surtout quand on compare à un environnement de taux qui, encore l'année dernière, était très bas, voire négatif. Donc bien sûr, ça, c'est vraiment positif. Parce que si ça devient spectaculaire, ça pourrait avoir l'effet inverse, parce qu'on se dit qu'un emprunt d'État français ou allemand, qui sont du coup normalement des bonnes signatures, si jamais le taux commence à augmenter, pourquoi ça aurait un effet négatif sur le fonds euro alors? Alors ça sera positif dans la dimension du réinvestissement, où on réinvestira à des très bonnes conditions. Le souci, c'est que c'est tout le stock qu'on a pu embarquer d'obligations, qui, elles, ont un rendement beaucoup plus faible et qui, du coup, verraient sa valorisation fondre comme neige au soleil. Donc, oui, c'est ça. C'est là qu'est la limite de l'exercice, qu'il ne faut pas que la remontée soit spectaculaire. Mais je vous rassure, à ce stade, c'est juste le bon niveau, quoi. La température du bain est bonne. et à la bonne température. Mais c'est vrai que c'est intéressant de bien préciser ça. Quand les taux obligataires remontent, ça a un impact sur les futures obligations ou sur celles qu'on émet à l'instant T. Oui. Mais mécaniquement, ça fait baisser le prix des obligations qu'on peut avoir en portefeuille si jamais le rendement est moins inférieur à celui qui est proposé. Exactement. D'accord. Oui, donc c'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est quand on a un fonds en euros qui est investi avec des obligations d'État, peut-être il y a 4, 5 ans ou 3 ans, une hausse trop forte aujourd'hui de l'OAT 10 ans serait contre-productive pour son portefeuille. Exactement. Et donc, du coup, en complément, donc c'est en effet, cette hausse des taux est positive pour les fonds en euros. Et pour autant, ce n'est pas non plus la panacée, dans le sens où aujourd'hui, il y a plusieurs phénomènes. C'est que les obligations dans lesquelles on investit remplacent des obligations qui ont été remboursées, qui ont en moyenne peut-être 8 ou 10 ans, et qui, elles, avaient un rendement supérieur. Donc on remplace par quelque chose qui rapporte un peu moins, premier point. Qui aurait pu rapporter encore moins si on était resté au niveau d'il y a 6 mois, mais qui rapporte un peu moins. D'accord, qui rapporte un peu moins, donc c'est mieux, mais c'est pas parfait. Le deuxième phénomène, c'est qu'on a une inertie très forte des fonds en euros. Il faut avoir en tête qu'il y a un peu plus de 1300 milliards investis sur les fonds en euros au niveau du marché français, et que globalement, ça c'est le stock, et que globalement chaque année, il y a un investissement de 90 milliards. D'accord. Donc vous voyez le temps qu'il va falloir pour pouvoir reluer tout ça. Alors même si par le passé, ça a été plutôt très positif, parce que c'est ce qui a fait que les fonds en euros ont eu des rendements qui ont diminué, mais que très progressivement vis-à-vis des taux. Bien sûr. Là, par contre, la remontée est aussi un peu plus lente. Et l'autre point qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'on a des marchés. Et on voit que les marchés, même s'il y a une embellie sur l'été, on a quand même des marchés qui sont peut-être à moins 12, moins 13% sur le CAC 40 depuis le début de l'année, et que dans un fonds en euros, il y a quand même un moteur action. Sûr, oui. Et que, il n'y a pas que des obligations d'État, il peut y avoir de l'immobilier ou des unités de compte, bien sûr. Exactement. Oui. Et là, du coup, ce moteur-là fonctionne un petit peu moins bien. Donc voilà, en synthèse, c'est positif pour les fonds en euros, mais ce n'est pas pour autant qu'on va avoir une remontée très forte des rendements, et va sans doute avoir une stabilité sur la fin de l'année. Alors, Johan Derbyshire, je vous propose une petite association d'idées. On a parlé effectivement des marchés actions pour qui les moments sont un petit peu plus compliqués en ce moment. Donc mécaniquement, on pourrait se dire, en tant qu'épargnant individuel, et c'est peut-être la teneur des discussions que vous avez avec vos clients chez Cara Capital, c'est du coup, je vais aller sécuriser mon argent dans des fonds en euros. Parce que c'est ça un peu la promesse du fonds en euros, ou en tout cas originellement, quand ça a été créé, c'était un placement sans risque avec de la rentabilité, ou en tout cas du rendement. Depuis
quelques années, effectivement, on entend beaucoup d'investisseurs ou beaucoup de professionnels dire qu'il faut arrêter avec cette fausse idée qu'on peut investir sans risque et avec du rendement. Là, on voit les taux obligataires remonter. Est-ce que du coup, ça redonne un petit peu de vigueur à cette idée que le fonds en euros peut être un investissement intéressant? En fait, c'est assez complexe parce que le fonds en euros, ça va rester durablement, en tout cas sur les prochaines années, comme le disait Corentin, un investissement qui sera pour des investisseurs qui voudront aucun risque. D'accord, oui. En fait, on y va avec son prisme du risque, pas avec son prisme rendement. Parce que le rendement va rester quand même durablement compliqué du fait de cette inertie qui va rester durablement forte. Par contre, ça donne quand même des opportunités. Pas forcément sur le fonds en euros. On peut en rajouter sur des phases en fait, où on veut enlever du risque, mais sur le profil de rendement, ça donne peut-être des opportunités sur la partie unité de compte, où là, on va aller chercher des fonds datés, des fonds datés obligataires, donc c'est des fonds qui ont des maturités qui sont déjà définies, donc 2025, 2026, 2028, où en fait le gérant va acheter des obligations avec un rendement, un objectif de rendement sur ces fonds-là, ou des fonds obligataires généralistes. Là, on va aller vraiment chercher du rendement. Alors, il y aura plus de risques, donc en fait, c'est plutôt une maîtrise du risque qu'il va falloir regarder. Alors, on va préciser ce que vous nous dites pour bien comprendre. Le fonds en euros est investi en obligations d'État en majorité. Ensuite, quand on parle d'unité de compte, on peut aller chercher des obligations d'entreprise, de la dette privée, là où on peut aller chercher encore plus de rendement. Exactement. C'est ça. Alors après... ou des actions, mais là, votre exemple, c'était des obligations. Alors là, les obligations, ce sera plutôt des obligations d'entreprise, et justement celles qui sont les moins sensibles à cette hausse de taux, c'est-à-dire avec des maturités qui vont être généralement assez courtes, avec des profils de risque en fonction de l'investisseur qui peuvent aller de peu risqués, donc des obligations d'entreprise, de sociétés qui ont été notées par des agences de notation comme peu risquées ou plus risquées en fonction de l'investisseur. Et là, par exemple, pour donner un peu une idée en fait aux gens qui nous écoutent sur les obligations risquées, depuis le début de l'année, on a eu une augmentation par 3 en fait du rendement qui est donné en fait par ces entreprises. Et aujourd'hui, on est aux alentours de 7% en Europe. Donc on rappelle que c'est risqué, mais on est aux alentours de 7%. Donc en fait, maintenant, on arrive dans une situation où en fait ces obligations-là rémunèrent plus correctement, en tout cas, le risque pris. Donc, si je comprends bien, la hausse des taux obligataires n'a pas un impact direct sur le rendement, je ne sais pas moi, des 80% investis en obligations d'État qui composent un fonds euro, mais plus sur la partie dynamique du portefeuille, où, comme le disait Corentin Favnec, c'est un peu plus difficile sur les marchés actions, mais on va du coup compenser avec des marchés obligataires, c'est ça? On peut compenser avec des marchés obligataires, en effet. Après, sur la partie fonds euro, justement, comme le disait Corentin, c'est que malgré tout, le rendement qui va être augmenté au fur et à mesure, à court terme, en tout cas, il est quand même impacté parce que mécaniquement, les obligations qui sont dans les portefeuilles des fonds euros sont moins attractives que les nouvelles qui sont émises aujourd'hui par les États ou par les entreprises parce que celles-ci offrent un meilleur rendement en fait, aujourd'hui. Donc, leur prix baisse mécaniquement. Corentin Favnec, je vous vois acquiescer à ce que dit Johan Derbyshire. Est-ce que du coup, cette question qu'on se pose aujourd'hui est une question qui revient plus fréquemment dans les discussions que vous pouvez avoir avec les partenaires de Generali? C'est vrai que cette question, elle revient depuis le début de l'année, cette phase de remontée des taux. Il y a pas mal de questionnements. En effet, est-ce que ça a un effet positif sur les fonds en euros? Je viens d'y répondre. En effet, c'est positif. C'est oui, mais. Oui, mais, exactement. Il peut y avoir aussi, si ça remonte trop fort, est-ce que ça peut poser des soucis? Donc on a toute cette question-là. Après, nous, la réponse, c'est la même réponse qu'on donne maintenant depuis plus de 3 ans. C'est que notre vraie conviction, c'est qu'on est dans une logique de la vraie solution, la vraie réponse, c'est la diversification. Pour nous, le fonds en euros a toujours toute sa place dans une allocation, mais là où avant, c'était peut-être 80% de fonds en euros et 20% de diversification, là maintenant, on va peut-être être plutôt ce que nous, on appelle un peu l'assurance vie nouvelle génération, pour essayer de donner un titre à tout ça. Avec un tiers de fonds en euros qui a toujours toutes ses qualités. On a la garantie en capital, on a la liquidité, donc ça c'est toujours positif. Par contre, on voit qu'on n'a plus le rendement. D'accord. Ouais. Et donc on vient compléter ça. Donc même dans le contexte actuel, on part du principe effectivement que on ne va pas chercher du rendement sur un fonds en euros. D'accord. Non. Okay. Donc on l'a toujours et donc c'est toujours. Mais dans une allocation, ça a sa place. Voilà, pour liquidité garantie, ça a une valeur tout ça. Bien sûr. Oui. En complément de ça, on peut avoir peut-être un autre tiers, c'est schématique, qui va être autour de tout ce qui est un peu OPCVM classique, donc tout ce qui est lié au marché financier. D'accord. Donc là, l'avantage, c'est qu'il peut y avoir des perspectives de rendement très bonnes, mais il y a une forte volatilité. Et qu'on avait, donc ces investissements-là, on les connaissait. Et ce sur quoi on investit beaucoup et on essaie de développer notre offre,
maintenant plus de 3 ans, c'est autour de tout ce qui est alternatif en termes d'investissement. Et donc là-dedans, on a notre fonds, ce qu'on appelle le fonds croissance, qui est un peu le petit frère du fonds en euros, qui propose une protection au terme. Mais on investit dans quoi, du coup, dans des obligations ? C'est des obligations, mais moins d'obligations. Il y a une poche de diversification qui est plus importante dessus et une perspective de rendement qui est supérieure. À titre d'exemple, le fonds croissance qu'on avait lancé fin 2014, il a en rendement annuel, un rendement annuel supérieur à 4%. Donc, ce qui est plutôt très positif. Donc, on diversifie au sein même des fonds pour aller chercher un petit peu de croissance. On peut aller chercher aussi, par exemple, des actifs réels, donc de l'immobilier, bien sûr, du private equity, de la dette privée, de l'infrastructure, des fonds structurés aussi, qui ont comme caractéristique de pouvoir proposer une alternative en termes de rendement supérieure à celle du fonds en euros, mais tout en ayant une volatilité qui soit plus maîtrisée que celle qu'on peut avoir sur les marchés financiers. Donc vous répondez à la question que la hausse des taux obligataires est-elle une bonne nouvelle pour les fonds en euros ? Pas suffisante pour donner du rendement aux fonds en euros, il faut aller le chercher ailleurs. Je rebondis sur ce que vous avez dit, Corentin Favennec, Johan Derbyshire. Si jamais la hausse est trop forte, ça pourrait être problématique. Est-ce que si jamais la hausse est trop forte, ça veut dire qu'il faudrait sortir du fonds euro pour les épargnants qui nous écoutent ? Parce qu'on a quand même l'impression que c'est le réflexe, niveau épargnant, le livret A, le fonds en euros ou autre, c'est le premier réflexe de sécurisation de son argent, même si dans une économie où l'inflation augmente, mécaniquement on perd du pouvoir d'achat, mais ça reste un des premiers réflexes. Si on a vraiment une problématique très forte sur le fonds euro, c'est-à-dire une explosion des taux, l'impact se multipliera un peu partout en fait, sur les actions. Oui, il y aura un impact ce ne sera aussi. Pas spécifiquement sur le fonds euro. Voilà. Bien sûr. Donc en fait, malgré tout, ce qu'il faut regarder, c'est plutôt est-ce que l'assureur qu'on a en fait assez de provisions pour ces risques-là. Et donc une partie en fait de cette réponse, elle est là aussi avec les changements réglementaires qu'on a eu notamment depuis les différentes crises qu'on a vécues. Et les assureurs ont des mécanismes qui sont en place qui viennent en fait chaque année prendre une partie en fait des bénéfices des fonds en euros pour les conserver dans le temps et qui sont normalement à rendre de l'assureur vers l'assuré en fait au bout de 8 ans. Aujourd'hui, alors Corentin peut-être pourra compléter, mais c'est estimé que c'est 4 à 5% en fait de l'actif en fait des fonds euros qui sont conservés aujourd'hui par les assureurs. D'accord. Pas pour. Mais sous quelle forme ? Sous forme de liquidité alors ? Alors, je ne sais pas exactement sous quelle forme. Je crois que c'est sous forme de liquidité, mais en fait, c'est pour justement pour les fonds propres en fait de ces assureurs. Ils peuvent être redonnés en fait aux assurés si jamais il y a un problème ou pour sécuriser l'assureur dans tous les cas. Pour faire face, Corentin Favennec, à d'éventuels imprévus sur certaines années, c'est ça ? Tout à fait, exactement. Ce sont donc vraiment des provisions qui ont pour but de protéger dans la durée les fonds en euros, sachant que les fonds en euros, il ne faut jamais oublier que c'est une mutualisation du risque auprès de l'ensemble des assurés. Donc du coup, cette provision permet de faire face au futur et en effet des risques futurs. Donc c'est vraiment la logique qu'on a. Il faut juste avoir en tête que déjà, les assureurs, globalement, sont plutôt très bien capitalisés. Bien sûr. Ils ont des taux, le ratio de solvabilité qui est supérieur à 200%. Donc ça veut dire que c'est plus de 2 fois les contraintes réglementaires qu'on peut avoir sur le sujet. Et comme l'indiquait Johan, on a aussi des provisions qui sont assez conséquentes. Donc on voit qu'on est quand même plutôt bien protégé contre les risques futurs. Et pour compléter aussi, la remontée des taux, elle est aussi quand même, on voit qu'elle est quand même elle est contenue. Parce que si elle explosait, ça poserait des problèmes aux assureurs, mais ça poserait sans doute beaucoup plus de problèmes aux États et au système de façon générale. Merci beaucoup Corentin Favennec d'avoir répondu à nos questions. Donc directeur des partenariats de Generali Patrimoine. Merci également Johan Derbyshire, responsable des investissements chez Cara Capital. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.